L'intelligence artificielle, tout le monde connaît et tout le monde en parle sur un plan technique. Mais qu'en est-il du plan social et humain? Pour en parler, on reçoit dans De choses et d'autres M. Ahmed Chitachni, politiste et essayiste. Ahmed Chitachni, ça fait peut-être quelques mois, quelques années qu'on parle pratiquement quotidiennement de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr. Alors, si vous pouviez nous parler un petit peu de l'historique de la naissance, de l'émergence de cette notion d'intelligence artificielle. Les autres s'accordent à donner comme âge de l'intelligence artificielle une soixantaine d'années déjà. Mhm. Quoique c'est devenu tellement à la mode chez nous qu'on nous la serve à toutes les sauces. Absolument. Sans pour autant préciser de quelle intelligence artificielle s'agit-il. Parce que jusqu'à maintenant, ou jusqu'au moment où on parle, parce que ça évolue tellement vite qu'on ne sait plus. Est-ce que c'est vraiment les trois phases de la progression de l'intelligence artificielle qui avait démarré avec l'intelligence artificielle simple, c'est-à-dire celle qui traite des sujets spécifiques, puis l'intelligence artificielle augmentée qui traite à la même échelle que l'intelligence humaine, et puis il y a la super intelligence artificielle qui dépasse de loin l'intelligence humaine. Donc quand on nous parle d'intelligence artificielle, il faut préciser de laquelle nous parlons. Généralement, il parle de la générative. La générative, c'est celle intermédiaire. Mais ça évolue tellement vite que même à l'instant où nous parlons, on ne sait pas s'il y a une autre évolution de cette intelligence artificielle. Et nous sommes au courant de tout ce que veulent bien nous faire savoir les manias étrangers, américains et chinois principalement, de cette intelligence artificielle. Parler d'intelligence artificielle dans notre pays au sujet qui nous concerne, c'est poser la question de quelle intelligence artificielle d'abord, et est-ce qu'on a les moyens de nos désirs, de nos souhaits, c'est-à-dire c'est une évolution technologique. Mais pas que. Technologique principalement. Est-ce qu'on a les moyens de ne pas rater cette évolution technologique, à l'image de ce qui nous est arrivé par le passé, du ratage de la révolution industrielle? Est-ce qu'on a les moyens, si on se contente d'importer des applications toutes faites de l'étranger, ça nous posera le problème de la souveraineté nationale de l'intelligence artificielle et du numérique. Même l'Europe, ce n'est que il y a 2 mois, au mois de mai, qu'ils ont élaboré l'intelligence artificielle Act pour se prémunir. Pas tellement se prémunir, parce que c'est une révolution irrémédiable. C'est pour essayer de juguler la prudence et l'évolution technique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des manias de l'intelligence artificielle qui sont tous soit aux États-Unis, soit en Chine ou peut-être ailleurs. Et en fait, ces manias-là, à un certain moment, ont eux-mêmes demandé au monde d'arrêter. Il y a eu 2 courants, ceux qui disent qu'il va falloir arrêter un petit peu l'usage de l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient quelques appréhensions. On a des noms très très connus qui ont tiré la sonnette d'alarme. Alors, est-ce qu'il y a un risque véritable qui émanerait de cette intelligence artificielle? Cette évolution technologique est irrémédiable, qu'on le veuille ou non. Peu importe les dires, les désirata ou les désirs de ces manias, moi je situe ces gesticulations sur le plan économique. Chaque mania a-t-il les moyens financiers pour progresser dans ses développements, etc. Donc c'est un jeu qui nous est étranger et qui nous dépasse parce qu'on connaît pas la réalité de la chose. Désir de progression est lié, mais cette souveraineté, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas de souveraineté et nous n'avons pas la souveraineté de l'économie de ce savoir. Il ne s'agit pas uniquement, c'est un savoir, il faut qu'on le développe. Je sais qu'il y a un balbutiement de développement
à Ben Grir et Absolument. à Rabat. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment, on est sur les rails de ce développement d'une IA locale Oui. qui nous permet cette souveraineté propre. Parce Alors, qu'il faut pas oublier une chose, excuse-moi. Derrière chaque machine, il y a un humain. Absolument. Donc, quels sont les désirs, les vœux et les idées de cet humain? Nous l'ignorons parce qu'il se situe ailleurs que chez nous. Culturellement, cette pénétration technologique dans notre culture propre, est-ce que cette nouvelle technologie, cette IA, ce numérique en général, tient compte d'une spécificité culturelle propre? C'est des questions qu'il faut se poser. Je ne suis pas un technico-sceptique, mais de par ma formation, de par mes idées, je me pose tellement de questions pour savoir où est-ce que ça va nous mener tout ça. Justement, où est-ce que ça va nous mener? J'ai l'impression que même à l'étranger, on ne sait pas totalement, on connaît pas, on maîtrise pas tous les champs d'application de l'intelligence artificielle. Alors on parle de santé publique, on parle d'énormément de champs d'application, mais on n'a pas une vision claire de ce qu'on va en faire quelque part. C'est comme un petit peu Internet qui s'est lancé dans les années 90 au Maroc, et on était loin d'imaginer l'impact du net, du web, de l'émergence des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on a une vision claire, ou là, c'est juste une peur de l'inconnu, justement? Ce n'est pas une peur de l'inconnu. Ce n'est pas une inconnue. Elle est là, l'intelligence artificielle. C'est une évolution, comme je dis, je répète, irrémédiable. On se doit de prendre ce train avant qu'il ne prenne la grande vitesse, le TGV, et qu'il nous laisse derrière dans une gare oubliée. Les initiateurs de l'IA savent ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils veulent y aller. Le problème chez nous, c'est pour développer de l'IA, il faut du data. Eux, ils ont des big data. Ils détiennent des informations plus importantes que n'importe quel État au monde. Si on n'a pas la data, si on ne croise pas la data, toute intervention ou vœu ou désir d'intelligence artificielle serait peine perdue chez nous au Maroc. Il y a des data, certes. Je prends un titre d'exemple que l'une des administrations les plus développées en matière du numérique, c'est la direction des impôts. Donc, il y a des données, il y a des croisements, etc. Quid des autres départements ministériels? Parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais où est-ce qu'on en est avec le numérique d'abord, chez nous? La numérisation, la dématérialisation des process, etc. Ce qui nous pousse à nous poser encore d'autres questions. Nous avons une démocratie embryonnaire qui se développe petit à petit, mais elle est encore embryonnaire. Où la mastodonte bureaucratique gère toujours la chose. Alors, quid de cette bureaucratie? Va-t-elle se dessaisir de ses prérogatives de secret professionnel, etc., d'unité de corps, etc., et se défaire de ses prérogatives en vue d'une dématérialisation des process? Et la bureaucratie, elle est là, mais il y a aussi les technocrates. Sont-ils aussi aptes à contribuer à cette évolution? Ou est-ce qu'il y aurait les numérocrates qui vont donner un coup de balai à ces deux théocraties et prendre le pouvoir? Tout ça, c'est des questions qui se posent à notre niveau, à l'échelon national, local. Deuxième chose. Est-ce que l'IA peut constituer une menace pour un certain système de gouvernance? Bien sûr, la dématérialisation, eu égard à la tradition bureaucratique locale, peut, disons, enlever un certain nombre de prérogatives, parce que là aussi, ça me pousse à faire le distinguo entre pouvoir et autorité. Le pouvoir, il est institutionnel, codifié, etc. Mais l'autorité est floue.
celui qui la détient pense que les autres ont l'obligation de s'y soumettre. Et celui qui est soumis pense qu'il a cette obligation d'être soumis. Donc, c'est pas codifier l'autorité. Or, avec la dématérialisation, c'est des pouvoirs carrés, archivés, codifiés, etc. Alors, est-ce que cette bureaucratie peut se défaire de cette autorité qu'elle détient pour cette la dématérialisation de l'administration? Donc, tu vois que on a commencé par l'IA, mais on constate qu'on est déjà au stade de la numérisation et de la dématérialisation. Commençons d'abord par ça, arrosons notre réseau sur notre territoire national d'informatique, parce qu'il m'est arrivé de partir à 30 ou 40 kilomètres de Casa et de ne pas être connecté. Or, pour atteindre l'IA, c'est la 5G. Là aussi, il y a les partisans de la 5G, il y a ceux qui ne veulent pas de la 5G, à ce qui paraît, mais rien n'est sûr. Tout est balbutiement. Ça présente pas utile des risques pour la santé, ça présente, etc. Donc, et puis quid de l'éthique? Avant de parler de l'éthique, j'aimerais déjà parler de l'IA à une échelle humaine, à l'échelle du citoyen. Est-ce que le citoyen marocain est prêt à accueillir l'IA? Bien sûr, on voit tout le monde s'amuser à discuter avec l'IA sur ChatGPT, sur des plateformes graphiques et tout ça. On s'amuse quelque part parce qu'on découvre une technologie qui est fabuleuse, certes, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir toute cette technologie et ce progrès que propose l'IA, et est-ce qu'on est égaux devant l'IA? Ça, je reviendrai pour répondre à ta question à l'éthique du numérique en général et de l'IA. Donc, il n'y a pas une autorité universelle pour codifier tout ça. Je pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi avec n'importe quel moyen dont il dispose, eu égard à ses savoirs, à ses moyens matériels de développement. D'accord? À ce sujet, on n'est pas prêt, parce que c'est une pénétration technologique dans une société qui lui est étrangère, qui est la société marocaine. De un. De deux, nous sommes une société où il y a encore de l'illettrisme, de façon très criarde. Et ma crainte, comme l'avait dit Jospin, c'est le développement de l'électronisme. Donc, il veut dire un illettrisme de la chose informatique. Si vous n'avez pas une adresse IP, un smartphone, un ordinateur, une tablette, vous n'êtes rien. Vous êtes sans écran, comme un sans-abri. Comme un sans-abri. Donc, ceux qui ne l'ont pas, c'est des sans-abri numériques. C'est des sans-abri sans clavier, sans-abri numérique. Ceux qui l'ont, ont-ils la culture et le savoir de le manipuler? Ça, même avec le web normal, c'est ce qui s'est passé. C'est au départ, tout le monde n'avait pas accès. Il y avait une fracture numérique, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Et par la suite, même quand ça s'est généralisé, on n'est pas égaux face à la technologie. On sait pas on en fait ce qu'on veut. non. Et donc de toute façon, même s'il y a le téléphone, le moyen, la connexion, l'adresse IP et tout ça, etc. on va pas en faire la même chose n'importe comment. Non, on peut pas faire la même chose parce que, comme je vous ai dit, nous n'avons pas la même égalité au savoir. Absolument. C'est pour ça que je vous parlais dans l'introduction de cette souveraineté de l'économie des savoirs. Il faut qu'on soit souverain pour maîtriser cette évolution technologique et l'adapter à nos propres besoins culturels, religieux, politiques, économiques, tout ce qu'on veut. Car même si on a un smartphone, c'est plus pour voir les vidéos ou parler en WhatsApp, etc., que de maîtriser. On ne maîtrise pas l'outil
l'outil numérique à proprement dit. D'autant plus que tout le monde n'a pas ça. Donc, il y a les infopauvres. Les infopauvres. Donc, ça va causer encore des fractures qui vont s'ajouter, une fracture numérique qui va s'ajouter aux fractures sociales, aux fractures culturelles, aux fractures que nous avons déjà. D'où ma crainte. C'est beau à chaque colloque, à chaque séminaire de parler de l'IA, etc. Mais attention, parce que cela peut provoquer à notre société. Je ne parle pas philosophiquement de la dépossession de l'être humain ou de l'intelligence humaine du savoir. Moi, je parle des trucs réels, du vécu, des trucs sociétaux. La fracture numérique est là, attention. L'infobésité tel qu'il est pratiqué, il n'est pas dit que il va dans le sens que nous voulons, ce qui pose encore la question de l'éthique, et non pas de la déontologie, parce qu'on confond dans les séminaires la déontologie et l'éthique. La déontologie est une chose précise d'un domaine déterminé, fait pour un secteur déterminé. Or, l'éthique, il est universel, il est religieuse, il est sociétal et multidisciplinaire. Voilà, plus ou moins. C'est cette fracture numérique dont il faut faire attention. Attention à cette fracture numérique. Alors, vous avez parlé de l'infobésité, mais il y a aussi d'autres maladies, si on peut, d'autres pathologies. Du numérique. Du numérique, social et tout ça. Est-ce que ce sont des pathologies déjà qui sont codifiées sur un plan sociologique ou psychiatrique, je sais pas. Et est-ce que vous pensez que l'IA va aggraver ces pathologies ou là en créer d'autres carrément? Il peut en créer d'autres, il peut augmenter certaines pathologies. Les pathologies du numérique, elles sont connues, c'est l'isolement, c'est la solitude, qui peut même, c'est le darknet, les réseaux mafieux dans le darknet, c'est les fake news, c'est le harcèlement sexuel, harcèlement mental, moral, etc. Absolument. Donc, lynchage médiatique. bien sûr, parce qu'il y a un anonymat de l'utilisateur derrière son écran, et puis il croit tout se permettre, etc. Quoique maintenant, avec les techniques policières, etc., on peut remonter à telle IP, à telle adresse, etc. Mais il y a des cracks du numérique qui se cachent derrière des numéros, etc., des réseaux internationaux de mafieux, etc., de l'accaparement des identités, de beaucoup de choses. Donc c'est tellement... peut encore aggraver Bien sûr qu'il peut... Sans parler bien sûr du volet plagiat. Il peut faire les deux, à mon avis, il peut faire les deux. Il peut les aggraver, et quand on sait s'en servir, il peut servir à solutionner tel ou tel problème. C'est ça l'usage qu'on en fera de l'IA. Je pense que des domaines tels que la santé peuvent bénéficier de cette technologie. Mais pour le reste, moi, je suis sceptique sur des problèmes qu'elle peut créer. Dans la première émission de Choses et d'autres, on avait reçu Souheil Jemi, qui elle, c'est son dada, la santé et l'intelligence artificielle. Je lui passe un bonjour. Et en fait, elle avait parlé justement du risque de voir se répandre des cabinets connectés. Et pour elle, c'est un risque parce que le métier du médecin va se déliter petit à petit grâce à cette numérisation et cette intelligence artificielle si on la codifie pas. C'est-à-dire que même sur la santé, on peut avoir des apports positifs, mais on peut aussi avoir des inconvénients. Je suis d'accord avec elle. Quand j'ai évoqué le domaine tel que la santé, c'est plus que l'IA comme aide à la décision humaine de la santé, ou la transmission des savoirs de la santé, et c'est l'humain, ça nous renvoie encore à l'éthique, l'éthique médicale, elle est connue, le serment d'Hippocrate, elle est connu, donc il faut absolument qu'il y ait une autorité universelle pour codifier, ou nationale, pour codifier. Justement, parce que sur Internet, par exemple, il n'y a pas d'autorité universelle sur Internet.
Il n'y a pas d'autorité universelle sur Internet. Donc pourquoi il y en aurait pour l'intelligence artificielle? Ben, il faut que vous, moi, le Jam'i, et tous les gens qui pensent, poussent dans ce sens, avec d'autres rationalités, avec d'autres états, etc. On n'est pas des technico-sceptiques, mais on dit attention, il faut codifier, il faut pas que ça soit le désert. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cellules, un petit peu de réflexion sur l'IA et carrément de laboratoire, que ce soit Ben Gurir, Rabat. Aujourd'hui, s'il y a un message à leur adresser, dans ce sens, ce serait lequel? La pluridisciplinarité, messieurs. Faut pas travailler dans votre coin sans multidisciplinarité. Il faut les apports de tout le monde, de toutes les susceptibilités, de toutes les sensibilités, de toutes les disciplines pour parvenir à, Inch'Allah, à une autonomie, à une IA nationale locale qui tient compte de nos spécificités. Il faut pas copier uniquement l'étranger. Il faut associer d'autres compétences, totalement consommateur, et ne pas être totalement consommateur, parce que si on reste consommateur, il y aurait d'autres métiers qui vont surgir, mais qui ne seront pas des métiers créateurs de savoir, mais uniquement des artisanats du savoir. Réparer telle chose, connecter telle chose, etc. Nous ne voulons plus de l'artisanat du savoir, nous voulons vraiment une industrie du savoir national. Et merci beaucoup. Merci. J'espère que vous m'avez compris. Oui, totalement. Comme a dit le président de la Fédérale Réserve, et ça je le cite toujours, si vous m'avez bien compris, c'est que je n'étais pas clair. Et merci. Merci beaucoup, Si Ahmed. Et merci à vous. Au plaisir de vous recevoir une autre fois. Merci pour votre invitation et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci à toute l'équipe du matin.